Mesdames et messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Démarré ce lundi et déjà des dispositions sont prises par les responsables étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi pour que l'année académique ne souffre d'aucune perturbation. On en parle dans cette édition. Scandale sanitaire au Brésil depuis plusieurs semaines. Des traitements contre la Covid-19 contenant de l'hydroxychloroquine auraient été administrés aux patients sans leur consentement. Et puis, ouverture ce mercredi de la semaine russe de l'énergie à Moscou par Vladimir Poutine, un sommet qui doit examiner les perspectives de développement du secteur énergétique mondial. Merci pour l'attention. Bienvenue. L'année académique 2021-2022 a officiellement démarré ce lundi. Pour qu'elle soit apaisée, les responsables étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi ont déjà mené un certain nombre de démarches. Cependant, ils ont encore une série de doléances pour garantir aux étudiants la quiétude tout au long de cette année nouvelle. Quelques responsables de la Fédération nationale des étudiants du BENAFNEB nous en parlent au micro de Clémence Tonoucoin. Nous avons déjà repéré les petites sources de tension qui pourraient exister. Donc on a déjà commencé les réflexions en ce sens que déjà les ratés que nous avons observés au cours de cette année, notamment au niveau de la DBAU, concernant les bourses et aides universitaires, que ces retards-là ne puissent plus s'opérer. Les cabines vont débuter, c'est-à-dire les résidences universitaires. Nous avons été discuter avec Madame la directrice du COSAC pour voir les procédures qu'on pourrait utiliser afin que les camarades étudiants puissent faire cette demande-là et le faire bien sûr à bonne date et surtout dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, la note vient de descendre. On va faire le dépôt en présentiel. Et donc, comme la plateforme n'est pas encore totalement disponible, nous avons souhaité d'abord que cela puisse être en présentiel. Cette année, nous avons pu obtenir le réfectionnement, je vais dire, de 3 bâtiments, à savoir le bâtiment D-BID, C-BID et F-BID, qui prochainement qui seront bien sûr habités par les camarades étudiants après la phase de dépôt qui va commencer le lundi 18 prochain. Et par rapport au volet du transport universitaire, nous avons des problèmes de bus à l'université depuis plusieurs années. Et nous demandons chaque fois aux autorités de pouvoir faire preuve de bonne foi en mettant à notre disposition de nouveaux bus afin de faciliter le transport. Donc s'il y a de nouveaux bus pour faciliter le transport, les étudiants seront très heureux. Si la qualité des mets qui sont servis au restaurant universitaire sont encore plus améliorées et qu'il y a une variation de ces mets, les étudiants seront encore plus satisfaits. S'il y a un nombre important de places au niveau des résidences universitaires pour héberger les étudiants et les problèmes d'électricité, les problèmes de manque d'eau sont revus, les étudiants seront réellement heureux et vont s'assurer d'une année universitaire apaisée. Et si réellement ces services que rendent le cours AC ne sont pas confiés au privé pour qu'on prétende améliorer ces services pour que les étudiants supportent des cours supplémentaires, les étudiants seront heureux. Nous serons heureux si les problèmes d'omission de notes après affichage des résultats sont revus. Nous serons également heureux si après les compositions, les résultats sortent aussi vite et que nous ne payons plus des faux frais à l'université. Je crois bien que les étudiants seront heureux et vont s'assurer d'une année universitaire apaisée. Le nouveau rapport des experts climat de l'ONU, GIEC, dévoilé en août dernier, montre que le climat change plus vite et plus fort que ce que l'on croyait. Réchauffement climatique, montée des eaux, fonte des glaces, multiplication des épisodes dévastateurs sont entre autres les prévisions climatiques annoncées par le rapport. L'impact de ces phénomènes touche surtout l'Afrique. Des précisions avec Karin Attendé, chargé de programme à JVE, Bénin Jeunes Volontaires pour l'environnement. Il était l'invité de Corneille Aïssé sur Matin d'Éden de ce mercredi. Écoutons-le. Et le dernier rapport du GIEC montre ou dit que le CO2 a atteint un taux inédit depuis 2 millions d'années. Nous sommes à des records
cette année en réalité. Et depuis 2, 3, 4 années, ça ne cesse d'avancer. La dernière décennie a été la plus chaude. Le CO2 qui est le gaz à effet de serre. Le principal gaz à responsable effet de serre, il n'est pas le seul. Mm. Source du réchauffement, il n'est pas le seul. Il y a le méthane également. Il y a plein de gaz à effet de serre, mais le CO2 est le plus important, le plus connu. Et donc, il est dit que le CO2 a atteint un taux inédit. Depuis 2 millions d'années, nous n'avons pas connu ça. La dernière décennie a été la plus chaude depuis 125 000 ans. C'est assez fou. Le niveau de la mer également ne s'est pas élevé aussi rapidement depuis 3000 ans. Donc ça replante le décor on le constate avec l'érosion côtière qui sévit le long de notre littoral. Également pour les pays qui sont concernés, les pays arctiques, la glace arctique est à son plus bas niveau depuis 1000 ans. Ça veut dire que les glaciers fondent. Là où il y avait la glace pour les populations de manchots, les populations ibériques, etc., leur habitat est en train de fonder, est en train de disparaître. Parce que c'est ce qui justifie d'ailleurs l'évolution du niveau de la mer. De la mer, exactement. C'est ça, tout cela a un lien, bien évidemment. Et selon les chercheurs du GIEC également, ça confirme ce que nous pensions, c'est que les activités humaines sont à la base de tous ces constats-là de changement climatique. Et presque la totalité des gaz à effet de serre sont directement liés aux activités d'extraction, au transport et à l'utilisation des combustibles fossiles ainsi que l'agriculture et l'élevage. Cotonou abrite depuis hier un atelier de sensibilisation à la sécurité et à l'hygiène numérique. Un atelier qui réunit des experts venus de la sous-région ouest africaine. Il s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité. C'est le directeur adjoint du cabinet du ministère de l'économie numérique qui a lancé les travaux, suivant un extrait de ses propos à l'ouverture des travaux au micro de Espoir Oumabou. Cette initiative conjointe de sensibilisation du public, des décideurs et des autorités béninoises intervient dans un contexte particulier, marqué par des avancées incontestables du Bénin en matière de cybersécurité et de lutte contre la cybercriminalité. En effet, au cours des 4 dernières années, notre pays a progressé de 92 places dans le classement de l'indice global de cybersécurité, passant de la 149e place en 2017 à la 56e en 2020. Cette avancée est essentiellement due aux réformes et actions entreprises par le gouvernement sous le leadership du président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon. Le Bénin dispose aujourd'hui de l'un des meilleurs mécanismes de lutte contre la cybercriminalité dans la sous-région. Cependant, le cadre réglementaire et institutionnel suffit-il à lui seul pour anéantir les risques qui pèsent sur notre cyberespace? Les échanges prévus au cours du présent atelier porteront essentiellement sur la sécurité des systèmes d'information, la protection des données personnelles, le cyberharcèlement, la lutte contre les fake news et la vigilance en cas de télétravail. Les contributions des uns et des autres devront permettre de développer au niveau des institutions, de l'administration, des entreprises et des ménages du Bénin un état de veille et d'éveil permanent et efficace contre toutes sortes de menaces qui pèsent sur notre cyberespace. Le mois d'octobre est consacré dans certains pays du globe à une campagne dénommée Octobre Rose. Instaurée en 1985, cette campagne a pour but d'accroître la sensibilisation au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Le médecin cancérologue Serpos Tossou, reçu au téléphone, nous parle des statistiques de la maladie et de sa prise en charge. Le cancer du sein peut être défini comme une prolifération anormale
des cellules normales du sein, mais je confirme qu'on peut guérir du cancer du sein dès que la prise en charge est précoce. Selon les statistiques du Global Cancer, le taux de prévalence du cancer du sein au Bénin est de 2058 cas pour 100 000 habitants, c'est-à-dire un taux de prévalence de 33,95%. Mais ce taux, il faut le reconnaître, c'est un taux de prévalence sur 5 années. Il faut savoir que le taux de prévalence, c'est le nombre de personnes vivant avec le cancer sur 5 ans. Vous voyez bien que ce taux n'est pas un indicateur précis, la prévalence. Parce que la prévalence, c'est le nombre de personnes vivant avec une maladie. Mais l'indicateur précis que j'aimerais attirer votre attention est plutôt le taux d'incidence. L'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas par an. Et en matière de cancer du sein au Bénin, nous avons 1066 nouveaux cas, soit une incidence de 15,8%. La prise en charge du cancer du sein relève de 4 stratégies thérapeutiques. La première stratégie demeure la chirurgie ou la chimio. La deuxième stratégie demeure la chimio si c'est une chirurgie première ou la chirurgie si c'est une chimiothérapie première. La troisième stratégie demeure la radiothérapie. Et enfin, la quatrième stratégie thérapeutique demeure l'hormonothérapie et ou l'immunothérapie. La prise en charge par radiothérapie est assurée par l'État que pour les fonctionnaires. Les patients qui ne sont pas fonctionnaires ou qui ne bénéficient pas d'une assurance maladie sont malheureusement laissés pour compte. Actualité en dehors du Bénin, à Moscou, la question d'énergie sera à l'ordre du jour avec l'ouverture ce mercredi de la semaine russe de l'énergie. Ce sommet qui sera inauguré par Vladimir Poutine doit examiner les perspectives de développement du secteur énergétique mondial. Plus de détails avec nos confrères de RT France. La semaine dernière avait lieu à Saint-Pétersbourg le Forum international du gaz. Et toujours dans la même thématique, Moscou accueille du 13 au 15 octobre la semaine russe de l'énergie, une plateforme de discussion qui examine les enjeux et perspectives du secteur énergétique mondial. À cette occasion, Vladimir Poutine va prononcer un discours, mais également participer à la session plénière prévue ce mercredi 13 octobre. Outre le président russe, de nombreux responsables de haut niveau vont également intervenir. Plusieurs ministres font le déplacement, dont le ministre de l'énergie bien sûr, mais aussi des patrons de grandes entreprises du secteur énergétique. Ce cycle de réunions prend une dimension toute particulière cette année, dans un contexte d'explosion des tarifs de l'énergie d'une part, mais aussi avec l'achèvement du chantier du gazoduc Nord Stream 2. Londres veut changer l'accord post-Brexit avec l'Irlande du Nord. Le gouvernement britannique a présenté hier une nouvelle version du protocole avec moins de contrôle douanier. Lundi, Dublin avait accusé le Royaume-Uni de vouloir changer les règles du jeu. Les Européens doivent présenter leur solution ce mercredi. Suivez plutôt. Le Brexit, toujours fauteur de troubles dans les relations entre Britanniques et Européens. Outre la pêche, c'est le protocole d'Irlande du Nord qui se trouve au cœur des tensions entre les deux parties. En cause, la volonté de Londres de vouloir renégocier l'accord signé fin 2020. Ce mardi, le secrétaire d'État britannique chargé du Brexit a présenté un nouveau plan commercial concernant l'accord en question. Objectif, convaincre les Européens de s'asseoir de nouveau à la table des négociations. Le sentiment général au Royaume-Uni est que l'UE a essayé d'utiliser l'Irlande du Nord pour encourager les forces politiques britanniques à inverser le résultat du référendum ou du moins à nous maintenir étroitement alignés sur l'UE. En outre, le protocole représente un moment où l'Union européenne est allée trop loin alors que le Royaume-Uni avait les mains liées pour négocier et ne peut donc raisonnablement pas durer sous sa forme actuelle. Le protocole ne fonctionne pas, il a complètement perdu le consentement dans une communauté d'Irlande du Nord. Il ne fait pas ce pourquoi il a été conçu, protéger l'accord du Vendredi Saint de Belfast. Il fait même le contraire, il doit être modifié. Le protocole d'Irlande du Nord prévoit de laisser son territoire au sein du marché unique européen afin d'éviter le retour d'une frontière physique avec l'Irlande. Problème, en restant dans le marché unique, des contrôles douaniers devront être obligatoires pour les marchandises transitant entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Londres souhaite renégocier l'accord pour faire disparaître ses contrôles douaniers et ainsi commercer plus simplement avec sa province nord-irlandaise. L'UE reste pour le moment inflexible et dès dimanche dernier, les nouvelles exigences des Britanniques ont provoqué la colère du gouvernement irlandais. L'Union européenne s'efforce sérieusement de résoudre les problèmes pratiques liés à la mise en œuvre du protocole. Le gouvernement britannique crée donc une nouvelle ligne rouge qui empêche tout progrès et sur laquelle il sait que l'Union européenne ne peut rien faire. Sommes-nous surpris ? Véritable question. Le gouvernement britannique souhaite-t-il réellement que l'on s'entende sur la manière d'aller de l'avant ou souhaite-t-il une nouvelle rupture des relations ?
Ce mardi, David Frost a une nouvelle fois averti l'Union européenne que le Royaume-Uni pourrait se retirer de sa mission de surveillance du protocole d'Irlande du Nord en cas de non-renégociation. Cette action pourrait entraîner le retour d'une frontière dure entre les deux Irlandes, de quoi potentiellement menacer la paix trouvée il y a 23 ans entre Belfast et Dublin. Au Chili, l'état d'exception a été décrété la nuit dernière par le président Sebastián Piñera. Des militaires ont été déployés dans 2 régions du sud du pays. Une réponse au conflit avec les autochtones qui réclament depuis la restitution de leurs terres ancestrales. Un état d'exception assorti d'un déploiement militaire. C'est la décision prise ce mardi par le gouvernement chilien pour tenter de régler le conflit avec le peuple des Indiens Mapuche, qui revendique son autodétermination et la restitution de ses terres ancestrales. Un dispositif militaire répressif décrété pour 15 jours est mis en place dans 4 provinces des régions de Biobío et de l'Araucanie. Il n'y a pas de décision facile. Cet état d'urgence constitutionnel, c'est pour mieux affronter avec de meilleurs outils le terrorisme, le trafic de drogue et le crime organisé qui ont pris racine dans ces provinces et territoires. Peuple autochtone représentant 12% de la population chilienne, les Mapuches sont surtout présents dans le sud du pays. Depuis plus de 10 ans, ils réclament la restitution de leurs terres ancestrales, appartenant aujourd'hui à des propriétaires terriens ou des entreprises forestières. Un conflit politique et sociétal qui a engendré une escalade de violence ces dernières années. Lors d'une marche pour la résistance mapuche et l'autonomie des peuples à Santiago le 10 octobre dernier, de violents affrontements ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre, faisant 1 mort et 17 blessés. D'après le leader des Mapuches, si le conflit n'a jamais trouvé d'issue favorable, cet état d'exception pourrait bien empirer la situation. Nous sommes venus ici pour envoyer un message au président afin qu'il reconsidère le décret qui instaurera l'état d'urgence dans la zone sud. Parce que si c'est le cas, cela nous mènera à une impasse, car ni les militaires ni les policiers, où que ce soit dans le monde, n'ont établi la paix. Porque los militares ni la policía en ninguna parte del mundo han establecido la paz. L'annonce de cet état d'urgence intervient le jour même du Columbus Day, censé commémorer la découverte du Nouveau Monde par le navigateur Christophe Colomb en 1492, un jour désormais choisi par plusieurs pays d'Amérique latine pour célébrer la bataille livrée par les peuples autochtones contre les envahisseurs européens. Faut-il reconnaître le gouvernement taliban en Afghanistan? La question était au cœur d'une rencontre hier au Qatar entre Américains, Européens et représentants des talibans. En parallèle, les pays du G20 se sont engagés à aider les Afghans pour éviter une catastrophe humanitaire et économique dans la région. La communauté internationale s'active pour l'Afghanistan. Une crise humanitaire et socio-économique menace le pays depuis la prise du pouvoir des talibans le 15 août dernier. Pour éviter le pire, la Commission européenne s'est engagée à accorder une aide d'1 milliard d'euros. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter un effondrement humanitaire et socio-économique majeur en Afghanistan. Le peuple afghan ne doit pas payer le prix des actions des talibans. C'est pourquoi l'aide est destinée au peuple afghan et aux voisins du pays qui ont été les premiers à leur apporter de l'aide. Cette aide humanitaire sera acheminée grâce à des organisations internationales sur le terrain. D'autres sources de soutien étrangers sont proposées au pays dans une démarche plus globale pour l'aider à relancer son activité économique. Dans le cas du G20, le gouvernement taliban devra pour cela respecter certaines conditions fixées par les États membres de ce groupe. Parmi elles, l'autorisation continue des départs du pays pour raisons humanitaires, la condamnation par les talibans des groupes terroristes sévissant dans la région, mais aussi le respect des droits de l'homme et, en particulier, la dignité des femmes, lourdement pénalisée par la politique du pouvoir en place. Ce mardi, une rencontre entre une délégation des talibans et des représentants d'États influents a eu lieu à Doha, au Qatar. Le médiateur qatari a rappelé l'importance de communiquer avec les nouveaux maîtres de Kaboul. Je pense que collaborer avec eux est la chose la plus importante actuellement. Et si nous revenons en arrière et ne collaborons pas avec eux, je pense que nous commettrons à nouveau l'erreur de 1989, quand nous nous sommes lavé les mains de l'Afghanistan, quand nous avons abandonné le pays et le peuple afghan.
Et l'une des conséquences de ce choix, ce fut le 11 septembre. Nous devrions donc en tirer les leçons. Les discussions en cours ont pour objectif d'établir des liens diplomatiques avec l'Afghanistan et d'amener à terme la reconnaissance du gouvernement taliban. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv.